Cette séquence vidéo a pour but de vous présenter la notion d'héritage multiple en C++. Avant de commencer sur ce thème, un petit tour d'horizon des connaissances acquises jusqu'ici. Vous connaissez maintenant les trois concepts centraux de l'orienté objet, à savoir encapsulation et abstraction, héritage et polymorphisme. Vous savez qu'encapsuler et abstraire, c'est regrouper en une seule et même entité des données et des traitements. C'est également séparer l'interface d'utilisation des détails d'implémentation. Vous savez aussi que l'héritage va permettre de mettre en place une relation éteinte entre différentes classes d'un programme. Et vous savez qu'il s'agit là d'un outil qui permet de mettre en œuvre des solutions polymorphiques au sens du polymorphisme d'inclusion. Vous avez appris enfin que le polymorphisme est un outil très puissant qui va permettre de faire en sorte que l'exécution d'un même code s'adapte automatiquement à différents types de données. Et vous savez qu'en C++, pour qu'une solution polymorphique puisse être mise en œuvre, il y a deux ingrédients nécessaires. On doit utiliser des méthodes virtuelles au travers de références ou de pointeurs. Et pour parachever ce petit tour d'horizon de vos connaissances, mentionnons encore la notion de classe abstraite et de méthode virtuelle pure qui permettent d'affiner les modèles orientés objets de façon significative. Passons maintenant au thème de cette séquence, l'héritage multiple, qui est en fait une continuation d'un thème déjà connu, celui de l'héritage simple. Jusqu'à maintenant, toutes les relations d'héritage que nous avons étudiées étaient des relations d'héritage simple, dans le sens où chaque sous-classe n'avait qu'une seule classe parente directe. L'héritage multiple est simplement le fait qu'une sous-classe puisse avoir plusieurs superclasses directes. L'héritage multiple est autorisé en C++. On a le droit de faire en sorte qu'une sous-classe hérite de plusieurs classes parentes directement, mais c'est une notion qui n'est pas offerte par tous les langages de programmation orientés objets. Les notions de base relatives à l'héritage multiple sont tout à fait analogues à celles vues dans le cadre de l'héritage simple, à savoir qu'une sous-classe va hériter de ses superclasses, de tous leurs attributs et méthodes, hormis les constructeurs-destructeurs, et de leur type. Voyons sur un exemple concret dans quel contexte l'héritage multiple peut être utile. Pour ne pas trop changer nos habitudes, prenons encore un exemple de jeu, un jeu où cette fois différentes entités entrent en scène, comme par exemple une balle, des raquettes, un filet, un joueur. Chaque entité du jeu sera dotée d'une méthode évolue qui va permettre de gérer l'évolution de l'entité en question dans le jeu. Comme première ébauche de conception, on peut donc imaginer une superclasse entité qui aura pour méthode principale une méthode évolue, très probablement polymorphique et redéfinie dans les sous-classes, mais ce n'est pas notre propos ici, et des sous-classes représentant les différentes entités concrètes de notre jeu, comme la classe balle, la classe raquette, la classe filet et la classe joueur. Imaginons maintenant qu'une analyse un peu plus fine des besoins du jeu nous fasse réaliser que toutes les entités ne se comportent pas exactement de la même façon, n'ont pas les mêmes besoins. Par exemple, certaines entités doivent pouvoir être affichées, dessinées, avoir une représentation graphique, comme par exemple la balle, la raquette, le filet, et d'autres non. On imagine par exemple que l'on ne voit pas le joueur dans ce jeu. On peut imaginer aussi que certaines entités doivent être interactives, c'est-à-dire contrôlables avec la souris ou le clavier, comme par exemple la balle ou la raquette, et d'autres non. On ne veut pas contrôler le joueur ni le filet, par exemple. Et on se pose la question de comment organiser tout ceci. La hiérarchie de classes que vous avez sous les yeux ici répond précisément aux besoins que nous venons d'énoncer. Ici, une superclasse interactive a été introduite qui va répondre aux besoins spécifiques des différentes entités qui ont besoin d'être gérées par le biais d'une interaction, comme par exemple la balle ou la raquette. Cette superclasse va fournir les méthodes qui permettent justement de gérer cette interaction. De façon analogue, la superclasse graphique va permettre de définir toutes les entités que l'on veut dessinables dans le jeu, à savoir la raquette, la balle ou encore le filet. C'est cette superclasse qui va fournir les éléments nécessaires à la représentation graphique de ces entités. Ces deux superclasses permettent donc de voir certaines entités, mais pas toutes, comme des objets interactifs et d'autres comme des objets graphiques. Notez qu'il n'aurait pas été correct de placer les méthodes de dessin et de gestion de l'interaction dans la superclasse entité. Pourquoi, à votre avis? En effet, placer ces méthodes dans la classe entité forcerait certaines classes à avoir une méthode de dessin alors qu'on les veut non dessinables et forcerait certaines classes à être gérables interactivement alors qu'on ne le souhaite pas. L'héritage multiple nous permet d'avoir un meilleur modèle de ce que nous souhaitons réaliser et il est possible en C++.
On peut imaginer bien d'autres situations nécessitant le recours à l'héritage multiple. Un exemple zoologique ici, vous êtes chargé de modéliser les animaux d'un zoo et il se trouve que parmi ces animaux, vous avez des ovovivipares qui héritent de caractéristiques des ovipares et des vivipares. L'héritage multiple vous permettrait de modéliser de façon claire les différents habitants de votre zoo. Les ovipares pondent des œufs et c'est l'œuf qui nourrit l'embryon jusqu'à sa naissance. Les vivipares donnent naissance à des bébés vivants. Les ovovivipares, comme les hippocampes par exemple, héritent bel et bien de caractéristiques et des ovipares et des vivipares. Leurs embryons sont entièrement nourris par un œuf, comme pour le cas des ovipares, mais ils naissent vivants, comme pour le cas des vivipares. Et enfin, un exemple un petit peu plus informatique, sachez que les différentes classes en charge en C++ de gérer les entrées-sorties, et dont celle-ci doit vous dire quelque chose, sont organisées grâce à l'héritage multiple. En particulier, cette organisation des classes présente la fameuse architecture en diamant, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir un peu plus tard. Passons maintenant concrètement à l'utilisation de l'héritage multiple en C++. Si l'on veut déclarer en C++ qu'une sous-classe a plusieurs superclasses, il suffit, au moment de la déclaration de la classe, d'indiquer l'ensemble des superclasses dont elle hérite, séparées par des virgules. Donc ici, pour chacune des superclasses dont hérite la sous-classe, il faudra indiquer public, nom de la superclasse, et on sépare les différentes superclasses par des points-virgules. Concrètement donc, ceci se lit: la classe ovovivipare hérite de la superclasse ovipare et de la superclasse vivipare. La classe contient ensuite un contenu tout à fait analogue à toutes les classes que vous avez écrites ou vues jusqu'ici. Notez pour finir un point à ne pas négliger, l'ordre de déclaration des liens d'héritage a son importance, il joue en effet un rôle dans la façon de construire ou détruire une instance bénéficiant de l'héritage multiple. Et c'est là le prochain point qui va nous occuper, comment fait-on de la construction-destruction d'objets dans le cadre de l'héritage multiple. Voyons donc ce que l'héritage multiple implique sur les constructeurs. Il n'y a en fait pas grand-chose de nouveau, simplement un point sur lequel il faut faire un petit peu attention. Donc, comme pour l'héritage simple, l'initialisation des attributs hérités des superclasses doit se faire dans la liste d'initialisation du constructeur de la sous-classe en appelant tous les constructeurs des superclasses dont on hérite. La syntaxe générale est donc la même que pour l'héritage simple. Dans la section liste d'initialisation du constructeur de la sous-classe, on appelle comme ça les différents constructeurs des superclasses dont on hérite, séparés par les virgules. Et évidemment, si une des superclasses admet un constructeur par défaut, il n'est pas nécessaire de l'invoquer explicitement. Et comme toujours, dans un premier temps, dans une première approche où l'on apprend les constructeurs, je vous recommande de le faire pour vous souvenir qu'il y a bien effectivement un appel au constructeur par défaut, même si ce n'est pas nécessaire. Mais attention, et c'est là la petite subtilité avec l'héritage multiple, l'ordre d'appel des constructeurs n'est pas celui de l'écriture des constructeurs dans la section liste d'initialisation du constructeur de la sous-classe, mais les constructeurs sont appelés suivant l'ordre de déclaration de l'héritage. Et comme toujours, l'ordre d'appel des destructeurs se fait dans l'ordre inverse de l'appel des constructeurs. Illustrons tout ceci sur un exemple concret. Reprenons donc notre exemple des ovovivipares qui héritent à la fois d'ovipares et de vivipares. Et supposons que donc les ovipares, pour se construire, aient besoin, donc typiquement leur constructeur a besoin d'un nombre d'œufs, et que les vivipares ont un constructeur qui nécessite une durée de gestation. Et les ovovivipares, on va leur rajouter, disons, un attribut ici qui serait un booléen pour indiquer si l'espèce est rare ou non. Donc on passerait en troisième paramètre ici un argument rareté qui permettrait d'initialiser donc le fait que l'espèce est rare ou non. Donc typiquement le prototype de constructeur d'ovovivipare serait d'avoir un paramètre pour le constructeur d'ovipare, un paramètre pour le constructeur de vivipare et un paramètre pour pouvoir initialiser son propre attribut, et puis on lui donne une valeur par défaut qui est false. Le constructeur d'ovovivipare a donc la charge d'appeler les constructeurs des classes dont il hérite. Donc premier point, il appellerait dans sa section liste d'initialisation les constructeurs
des classes dont il hérite. Donc par exemple le constructeur de la classe vivipare auquel il passe le paramètre attendu, le constructeur de la classe ovipare auquel il passe le paramètre correspondant, séparé comme d'habitude par des virgules, et puis il initialise donc son attribut avec donc le paramètre qu'il a reçu ici en troisième argument. Simplement ici, deuxième point, donc il faut faire attention, même si l'on écrit le constructeur d'ovovivipare comme on a l'impression appelant d'abord le constructeur de vivipare puis le constructeur d'ovipare, en fait, lorsqu'on va appeler le constructeur d'ovovivipare, le premier constructeur qui va être appelé, c'est le constructeur d'ovipare. Ce qui compte dans l'ordre d'appel des constructeurs des sous-classes dans cas d'héritage multiple, c'est bien la déclaration d'héritage et non pas l'ordre dans lequel on les a déclarés dans la section liste d'initialisation du constructeur de la sous-classe. Donc ici, quoi qu'on ait écrit, c'est d'abord le constructeur d'ovipare qui va être appelé et ensuite le constructeur de vivipare qui va être appelé. D'ailleurs, la plupart des compilateurs modernes maintenant indiquent ici une erreur sur l'ordre d'appel des constructeurs et signalent avec un warning plutôt qu'une erreur, donc un message d'alerte qui vous avertit que en fait l'ordre d'appel des constructeurs sera dans un ordre différent que celui que vous pensez avoir écrit ici. Voilà donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur l'héritage multiple et l'ordre d'appel des constructeurs. Je rappelle aussi que les destructeurs donc, sont toujours appelés dans l'ordre inverse de celui des constructeurs.